Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Nous sommes le mardi 15 septembre 2015, un marché qui attend l'ouverture de la réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale. Bon, vous commencez à le savoir, on en parle depuis la semaine dernière et les médias financiers ne parlent que de ça depuis le début de la semaine et vont continuer et continueront même après coup, puisqu'il faudra ensuite se projeter sur ce que fera la Fed d'ici la fin d'année. Les prochaines étapes, l'ouverture demain de la réunion du FOMC. Alors, le FOMC, qu'est-ce que c'est? C'est cet organe qui rassemble les 12 membres votants, les 12 présidents des réserves fédérales régionales des États-Unis. Et puis donc, ces membres ont tous un droit de vote et décident de l'avenir de la politique monétaire de la Fed à main levée. Tout simplement, c'est le principe des votes. Alors, ces personnes-là se réunissent, elles discutent demain, elles vont peser le pour et le contre, elles vont faire d'abord un état des lieux de la situation économique aux États-Unis, et puis ensuite elles vont peser la part que représente le contexte macroéconomique international actuel sur l'économie américaine, et décider ensuite de quitter la politique de taux zéro, ou au contraire, de la maintenir cette année. Alors bon, on va en reparler, je vais surtout vous proposer un suivi de ce qui vous a été proposé ce matin, puisqu'admettons que les marchés sont peu volatiles, mais justement, je dirais que cet écrasement de la volatilité pré-FOMC permet au fond d'avoir quelques stratégies de trading. Par exemple, on a un beau range sur le DAX, beau support qui a marché ce matin, un beau petit canal intraday, on peut acheter en haut, vendre en bas. C'est le contraire, pardonnez-moi, acheter en bas, vendre en haut. On parlera de l'USD Yen, de l'euro-dollar, du dollar US, du Bund, de l'once d'or. Vous avez sous les yeux l'avertissement sur les risques liés au trading. Je vais mettre ici le Bund en plein écran. Alors, si le point de marché se lance maintenant, c'est parce que nous attendons des statistiques américaines, les statistiques des ventes au détail. Alors, je vous montre le calendrier économique. Nous allons les suivre. La Fed n'en tiendra pas compte, mais par contre, cela ne manquera pas d'influencer aujourd'hui le dollar américain. Donc, vous avez sous les yeux le calendrier économique d'DailyFX. D'ailleurs, bienvenue, vous êtes en train d'assister au programme Wall Street Insider, comme indiqué ici, sous l'écran. Ces ventes au détail devraient croître au mois d'août, moins rapidement qu'au mois de juillet. Peut-être que les événements du mois d'août, justement, et notamment les mauvais chiffres macroéconomiques en provenance de Chine, entre autres, peuvent avoir agi sur ce niveau. Donc, les ventes au détail, sachant que ce sera de toute façon très léger, puisque cette statistique des ventes au détail inclut essentiellement les éléments domestiques. Donc, concrètement, ce chiffre va permettre de mesurer la dynamique de l'économie américaine propre et de la situer justement par rapport donc au cadre économique international. Alors les ventes au détail dans leur globalité, les ventes au détail sous-jacentes. Alors on parle beaucoup d'inflation sous-jacente, on peut aussi parler de ventes au détail sous-jacentes, sachant que ces ventes au détail excluent les éléments volatiles. Et dans les ventes au détail, il s'agit du secteur automobile. Donc là aussi, le marché envisage 0,2% de croissance. Après, vous avez les ventes au détail hors automobile et énergie. Les ventes au détail hors automobile, énergie, tabac, fourniture de bureaux et matériel de construction. Bon, on voit que cette statistique se dérive en 4 indicateurs. Vous avez donc ici toutes les prévisions de marché, 0,4, 0,4, 0,2, 0,3. La plus importante est donc celle-ci, les ventes au détail dans leur globalité. Le marché envisage au mois d'août un taux de croissance de 0,3%. Donc cela ne manquera pas d'influencer le dollar américain, notamment les paires majeures. Je vais donc en assurer le suivi, mais concrètement retenons ça donc que au mois d'août le marché envisage un taux de croissance de ces ventes au détail en rythme mensuel de 0,3%. Et donc ça ne manquera pas d'influencer l'US dollar index de FXM. Je vais en parler de l'US dollar index de FXM, mais avant cela, vous savez donc que désormais, tous les jours à 16 h, on vous propose un webinaire, le live de l'expert, un intervenant externe à DailyFX. Chaque lundi, les positions des banques avec David Pichaudot. Alors, on a encore eu un souci technique cette semaine, mais n'oubliez pas que vous avez la playlist sur la chaîne YouTube. Vous avez sur YouTube, dans la playlist, les positions réelles des banques, le webinaire d'hier. Cet après-midi, chaque mardi à 16 h, c'est le point de marché Ishimoku. Alors, cette semaine, il n'aura pas lieu en direct. Il est déjà sur le site. Patrick Riguet, expert Ishimoku, a donc réalisé tout à l'heure du déjeuner, cette vidéo, Ishimoku, la revue de marché avant la Réserve fédérale.
Et vous avez donc le tour d'horizon des actifs, ici, à l'aide de l'indicateur technique Ishimoku, et en amont de la réserve fédérale. Donc je vous donne le lien, là c'est juste une vidéo, vous pouvez cliquer dessus. C'est une vidéo de 30 minutes, bon, alors regardez pas tout de suite, permettez-moi de m'accompagner jusqu'à la fin de mon point de marché, il sera court, rassurez-vous. Mais voilà, vous aurez ensuite dans un second temps la possibilité d'accéder à cette vidéo, donc Ishimoku, la revue de marché, donc avant la réserve fédérale. Bon, je vous invite aussi à lire sur notre site Trader n'est pas joué par Benoît Rousseau. Trader n'est pas joué, donc la chronique de Benoît Rousseau, trader réel DAX depuis 20 ans, notre partenaire. Donc voilà, vous avez ces articles qui me semblent intéressants à lire, notamment la vidéo revue de marché avant la réserve fédérale qui peut vous aider donc pour les stratégies de trading avant la réserve fédérale. Alors voilà donc pour l'introduction, le suivi des ventes au détail, je vais le faire avec vous en direct à 14h30. Ce ne sera pas pour autant la fin de l'environnement statistique américain de ce mardi 15 septembre, puisqu'à 15h15 on attend donc les chiffres de la production industrielle aux États-Unis et l'utilisation des capacités de production. Donc ça c'est important, naturellement. Les indices boursiers au sein de la zone euro, je commence par eux, écoutez. Puis après on fera bien sûr, vu que c'est l'émission Wall Street Insider, les indices boursiers américains, le dollar américain, les paires majeures, l'once d'or et finalement tous les actifs qui sont donc susceptibles de vous intéresser. Le DAX est très propre sur le plan de l'analyse technique. Ce marché a quitté donc cette ligne de tendance baissière qui d'ailleurs n'agit plus. Idem pour la ligne de tendance haussière. Nous avons désormais un range trading propre entre l'important support compris entre 10 048 et 10 078. Donc on voit que ce support, vous avez sous les yeux les bougies horaires du DAX. Ce matin d'ailleurs, dans le morning meeting de 11h, vous avez donc expliqué que le DAX était dans cette zone de support. Un range trading, probablement ici un petit canal qui se déploie sur l'indice allemand, entre donc ces 10 048, 10 078 et précisément, donc je vais vous donner le niveau, et les 10 200, 10 228. Et mon opinion finalement, c'est qu'en amont de la réserve fédérale, on a là un range à exploiter. En clair, adopter des stratégies positives dans la partie basse du rectangle pour viser la partie haute, en ajustant bien son risque, c'est-à-dire en positionnant donc le stop de protection pile poil sous le range, mais en tout cas, le DAX a l'avantage là de présenter donc globalement une analyse technique que je trouve relativement limpide, avec un support qui me semble solide, c'est donc celui qui est compris entre 10 048, alors 10 048, je vous rappelle qu'il s'agit du précédent sommet de l'année 2014. Alors voilà, il s'avère que le chartisme présente cet avantage de pouvoir aller chercher des niveaux historiques, et là entre autres un niveau horizontal chartiste qui remonte donc à l'année dernière et donc qui agit. En tout cas à court terme, pour ce qui est donc des bougies horaires sur le DAX, c'est propre. Voilà. Alors après on peut éventuellement, celle-là non, mais sur le court terme éventuellement envisager aussi cette oblique, donc une sorte de petit triangle, éventuellement ça. Voilà pour ce qui est du cadre horaire intraday ici du DAX. Alors 10 050, 10 078 support, le CAC, l'intervalle 4480, 4500 points, vous l'avez compris. Forme d'alignement de ces indices boursiers dans la partie basse des ranges qui se déploient depuis le début du mois de septembre. Vous pouvez considérer la séance du 9 septembre comme un excès haussier qui a été d'ailleurs rapidement corrigé puisque le marché a clôturé sous la résistance. Mais si j'exclus cette séance du 9 septembre, ce piège haussier, ce marché est dans un range depuis maintenant presque 3 semaines avec cette zone support 4480, 4500 sur le CAC qui est probablement tout de même moins propre que celle du DAX, comprise donc entre 10 058 et 10 078. Alors, ces zones de support sur les indices boursiers de la zone euro se retrouvent de manière encore plus propre sur l'Eurostoxx 50. Alors, l'Eurostoxx 50, vous en fichez peut-être, mais sachez que dans les grandes banques d'investissement et chez toutes les grandes maisons de gestion en France et à l'international, lorsqu'on étudie les actions de la zone euro, eh bien, on regarde l'Eurostoxx 50. En tout cas, le contrat futur le plus liquide.
ce qui n'enlève pas bien sûr l'attrait du DAX, mais sachez que par exemple un investisseur chinois ou américain, s'il veut se positionner par rapport à un timing pour se positionner ou augmenter son exposition aux indices boursiers de la zone euro, il va regarder le Stoxx 50. Voilà, c'est le réflexe. Il y a eu ce réflexe le 9 septembre d'ailleurs, lorsque l'Eurostoxx 50 a attaqué les 3300 points. C'est un niveau pivot, ça a été shorté, voilà, le réflexe en banque. Bon, eh bien, il y a donc cet intervalle sur l'Eurostoxx 50, et regardez ce matin la perfection du rebond dans la partie basse du range de l'Eurostoxx 50, avec la partie basse du range qui passe donc entre 3140 et 3154, ce qui a donc été acheté dans un premier temps ici sur l'Eurostoxx 50. Vous pouvez donc aussi comprendre que cette zone de support sur le CFD ici EUSTX 50 renforce l'intervalle compris donc entre 10 058 et 10 078 points sur l'indice allemand DAX. Donc ça c'est l'approche intra-marché. L'approche intra-marché qui consiste à pratiquer l'analyse technique combinée sur des actifs qui appartiennent à la même classe d'actifs. Alors, les ventes au détail aux États-Unis sont donc inférieures au consensus. Chiffres décevants pour la partie core. Par contre, en ce qui concerne les ventes au détail hors secteur automobile, c'est supérieur aux attentes, légèrement supérieur aux attentes. Bon, on a quand même un rythme de croissance positif des ventes au détail au mois d'août, mais qui ralentit tout de même par rapport au mois précédent. Donc, malgré tout, des statistiques que j'estime légèrement décevantes ici sur les ventes au détail aux États-Unis. Alors, voilà donc ce que je pouvais vous dire sur les indices boursiers de la zone euro. On va en venir dans un second temps à l'US Dollar Index de FXM au pair majeur. Je viens de vous proposer un tour d'horizon du DAX, du CAC, de l'Eurostoxx 50. On va brièvement passer en revue la situation technique des marchés actions US. Les places boursières américaines qui, hormis le compartiment technologique, donc le Nasdaq Composite ou le Nasdaq 100, qui ont en avril, au plus haut des marchés actions, gagné jusqu'à 7 à 8%, lorsque Dow et SP500 plafonnaient à plus 3, plus 4. Bon, on en est loin maintenant, à l'époque le DAX prenait 25% depuis le début de l'année, on a quand même perdu du terrain. Bon, ces marchés actions US sont en repli depuis le début de l'année, donc les places boursières américaines ne montent plus depuis décembre, à peu de choses près, hormis le Nasdaq on va dire. On peut pratiquer l'analyse intramarché au sein d'une même zone géographique. Donc on a une analyse technique convergente entre le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50, le MIB et l'IBEX. Ce qui est intéressant actuellement, c'est qu'on a une convergence technique aussi avec les marchés actions américains, avec des ranges actifs sur les indices boursiers au sein de la zone euro. Vous l'avez vu sur le DAX, le CAC, et c'est très propre sur l'Eurostoxx 50. C'est aussi très propre sur les marchés actions US. Sous vos yeux, les bougies japonaises H4 du S&P 500, avec depuis la jambe de hausse violente de reprise ici entre le 24 août et le 28 août, avec cette séance du lundi 24 août qui avait vu réaction fermement haussière à proximité des 1830 points, avec une clôture au plus haut, une importante mèche basse et du volume, ce qui n'est plus le cas à court terme. Le volume s'est asséché, forcément on ne prend pas de risque, wait and see avant la réserve fédérale, c'est le titre que j'ai choisi d'ailleurs ce matin. Bon, l'Eurostoxx 5, le SP500, un range. Alors, sa forme chartiste, j'ai envie de dire peu importe. Partons du principe que là, on peut tout de même tracer facilement un triangle rectangle ascendant sous la résistance à 1095 points, mais je dirais toujours en plein cœur de cette phase de hausse importante qui avait eu lieu ici au mois d'août, après le fameux choc ici de la mi-août. Donc, cet indice boursier US, l'indice de référence de la finance mondiale, le SP500, le scénario le plus probable d'ici la réserve fédérale, donc d'ici 2 jours, c'est qu'il reste pleinement enfermé ici dans son triangle. Et il n'en sortira finalement que lorsque la Fed aura pris une décision sur ses taux. Et aura bien sûr produit sa conférence de presse, qui permettra d'envisager ce qu'elle fera, ce qui permettra en fait d'ajuster les anticipations tout simplement. D'ailleurs, c'est probablement ce qu'il faudra faire après la conférence de presse et au lendemain. Je vous ai montré ce matin une capture d'écran Bloomberg qui vous propose date par date les probabilités implicites de relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds de 25 points de base. Alors, je vous le remontre pour ceux qui n'étaient pas présents dans le point de marché de ce matin. Elle s'élève simplement à 28% pour jeudi prochain.
41% pour celle du 28 octobre 2015 et presque 60% pour celle du 16 décembre 2015. Mais bon, peut-on vraiment supprimer la politique de taux zéro à la veille des fêtes de fin d'année et sans conférence de presse de Janet Yellen? Alors au fond, si cette action n'est pas faite cette semaine, on peut partir du principe qu'elle sera reportée, je pense, au premier trimestre 2016. En tout cas, ce tableau des probabilités implicites actuelles de changement du taux d'intérêt des Fed Funds, donc des fonds que la Réserve fédérale met à disposition des banques commerciales américaines à horizon une semaine, c'est ça le principe. C'est comme lorsque les banques de la zone euro s'adressent à la Banque centrale européenne pour l'opération de refinancement, c'est à une semaine, eh bien, seront actualisés dès vendredi matin. Et c'est en fonction d'ailleurs de l'actualisation de ce tableau, entre autres, que nous pourrons bien comprendre les nouvelles anticipations des investisseurs et réajuster donc les anticipations, cette fois-ci vis-à-vis de la tendance des actifs financiers, et notamment du dollar US. Alors, en partant tout de même du principe que cette politique de taux zéro pourrait être maintenue, je vous remontre un deuxième graphique que j'ai exposé ce matin et que je montre à nouveau pour ceux qui n'étaient pas présents, qui superpose cette fois-ci depuis 10 ans la tendance du dos avec celle du taux d'intérêt principal de la Réserve fédérale, pour constater qu'en effet le point de départ du grand marché aussi en 2009 coïncide à peu de choses près avec l'établissement d'un plancher sur le taux d'intérêt des Fed Funds. Alors c'est vrai que bon, là, lorsqu'on regarde ce graphique, source tradingeconomics.com, c'est très parlant, puisqu'on a ici donc les taux zéro, et donc ici le grand marché haussier donc du Dow Jones qui se déploie. Mais attention, entre 2005 et 2007, on a eu une succession de hausses des taux d'intérêt essentiellement pour lutter, et ne rigolez pas, mais c'était le cas à l'époque, contre le risque inflationniste. Entre 2004 et 2007, regardez le prix du pétrole, regardez le prix des matières premières entre 2004 et 2007, c'était l'envolée haussière. Le pétrole qui montait de matière verticale, on le voyait à 200, 250 $, je m'en rappelle, pour certains analystes de banque. Bon, il y avait une vraie inquiétude des banques centrales à l'époque à cause de l'envolée des prix. Est-ce qu'actuellement vous percevez une inquiétude des banques centrales sur le risque inflationniste? C'est plutôt le contraire. Donc, partant du principe justement que, alors par contre, le marché du travail américain, lui, a retrouvé, à peu de choses près, ses conditions de 2005-2006, avec presque un plein emploi. Alors certes, le taux de participation est très bas, mais en tout cas c'est le cas. Donc, le SP500 dans un range en triangle rectangle ascendant, et il va y rester jusqu'à la Réserve fédérale. L'indice Dow Jones des valeurs industrielles, après le choc baissier du mois d'août, s'est repris fortement entre le 24 et le 28 août et évolue à présent dans cette phase de transition latérale. Donc ça c'est aussi très proche. Et parmi donc tous les indices boursiers américains, le Nasdaq 100 qui a toujours créé sur le marché action américain de la surperformance, c'est-à-dire un meilleur comportement relatif, soit il baisse moins vite, soit il monte plus vite, c'est souvent le cas. Même lui évolue dans un range qui, eh bien, là encore, merci la convergence graphique, a exactement la même forme que la structure chartiste qui se décrit sur le SP500 et le Dow, un triangle. Alors cet indice est plus fort, il a tenté d'ailleurs à 2 reprises depuis la semaine dernière de sortir par le haut de ce range latéral, mais là aussi le marché reste bien fermé à l'intérieur, et c'est mon indice privilégié si jamais la Fed maintenait sa politique de taux zéro, en mettant en avant peut-être de mauvaises circonstances macroéconomiques internationales actuellement pour agir, qui pourrait voir le Nasdaq 100 à ce moment-là déborder la résistance à 4340 points pour rejoindre notamment les 4475 et les 4500 d'ici la fin de semaine. On aura l'occasion d'en reparler, mais c'est en tout cas la façon dont je vois les choses. Alors, la publication des ventes au détail, un chiffre en demi-teinte, ne crée pas une réaction excessive sur le dollar américain. Ce que j'ai pu vous proposer ce matin se confirme, mais il n'y a pas réellement de bouleversement technique. On sent que le dollar américain tente de se stabiliser, alors ça fait une semaine que le dollar américain baisse, ça il n'y a pas photo, il a bien baissé la semaine dernière, puis vous l'avez vu avec la hausse notamment de 200 pips du taux de change euro-dollar, ou encore l'euro, encore le GBP USD. Les ventes au détail cet après-midi sont en demi-teinte parce qu'elles sont supérieures aux attentes hors secteur automobile, inférieures aux attentes dans leur globalité, mais globalement elles témoignent d'un ralentissement de la dynamique économique aux États-Unis entre le mois d'août et le mois de juillet, mais elles restent quand même positives, cette dynamique économique aux États-Unis. L'US dollar index ici du FXM que vous avez sous les yeux, il a son importance parce que
C'est l'euro-dollar, l'USD yen, le GBP USD et la UD USD. C'est comme ça que c'est calculé, c'est une moyenne arithmétique, pardon. Vous ajoutez les 4 taux de change et vous divisez par 4. Vraiment standard, quoi. Bon, il tente de se stabiliser à proximité des 11 977 points et de ce ratio de retracement de 38,2% de toute la hausse entre le 24 août et le 4 septembre. Si l'US dollar index de FXCM sort par le haut de ce petit canal de baisse H4, il pourrait rejoindre la partie haute de ce canal de baisse d'horizon de temps supérieur. Donc ça, je surveille, mais on sent qu'on a l'amorce d'une stabilisation qui pourrait, eh bien, au final, ramener l'US dollar index de FXM dans cette zone. Et ça, je trouve ça assez propre. Et c'est peut-être quelque chose que l'on peut envisager ici, donc de viser sur l'US dollar index. Ce qui signifie que l'euro-dollar doit normalement rester sous sa résistance à 1,1330. Pour l'instant, c'est le cas. Alors, la réaction n'est pas excessive. Moi, mon opinion a été de dire que l'euro-dollar n'a pas réussi à franchir les 1,1330. 1,1330, c'est 38% de retracement de toute la baisse ici entre 1,17 et 1,10. Il avait tenté de déborder les 1,1330 vendredi dernier suite à la publication de l'indice de confiance du consommateur aux États-Unis en ralentissement. Il n'a pas préservé le niveau, il l'a brisé durant la session asiatique, reste désormais en dessous et au fond, tant que le taux de change euro-dollar se maintient sous les 1,1330, je pense qu'il peut se replier en direction des 1,1260, 1,1250. Donc en tout cas, c'est comme ça que j'envisage les choses sur le taux euro-dollar, tant qu'il est sous la résistance à 1,1330 $. Alors maintenant, j'en viens au taux de change USD-Yen. Alors il y a eu ce matin un mouvement d'appréciation du Yen suite à la conférence de presse d'Aoriko Kuruda, le patron de la Banque centrale du Japon. Sur le plan d'analyse technique, l'USD-Yen est revenu au contact de la ligne de coût d'une structure ici en double bottom sur les 118,90 et pour le moment ça tient. Et à l'ouverture de la session américaine, c'est la reprise, bon, certes légère pour le moment, du dollar américain qui semble en tout cas permettre à l'USD-Yen de bien sûr tenter ce rebond depuis les 119,45. Je dirais que le taux USD-Yen rencontre ici donc une première résistance, une première résistance horizontale ici sur le taux USD-Yen. Alors je vais la situer proprement. Et je dirais que voilà, si le marché... Alors attendez, parce que là, ça rejoint les cours de clôture. Moi, je vais positionner le niveau horizontal de cette façon. Comme ça, ce sera bien propre. Voilà. On peut, dans un premier temps, envisager cette reprise technique vers les 119,85. Par contre, en effet, refranchir les 119,85, là, serait une situation plutôt haussière qui pourrait, à ce moment-là, être due à donc, la capacité du dollar américain de remonter ici en direction donc, de la partie basse de ce canal. Un scénario qu'on pourrait envisager sur l'US dollar index, donc avant la Fed. Bon, sachant qu'il reste quand même dans cette dynamique de repli depuis le début donc, de la semaine dernière. Alors voilà donc ce que je pouvais vous proposer moi sur l'US dollar index, avec cette première résistance à 1,1330 sur le taux euro-dollar qui reste en place. Je vais vous parler de l'once d'or maintenant, en vous montrant ce graphique. Je vais vous montrer l'once d'or tout de suite, laissez-moi juste partager ce graphique du dollar américain, comme ça vous aurez donc la possibilité de l'étudier. Alors l'once d'or, qu'en est-il de l'once d'or? Alors, hausse de la vol, déjà c'est certain, hausse de la vol sur l'once d'or. Alors, sommes-nous à la fin du cycle de baisse en place depuis les 1150? Pour l'instant, rien ne permet de le dire. Alors forcément, je vous l'ai bien décrit ce matin, on a ce cycle graphique qui est bien baissier depuis les 1165. C'était une résistance horizontale, cette shooting star ici du 24 août. Depuis dès qu'on casse un support, le marché fait des pullbacks, casser le support pullback, casser le support un pullback, casser les 1116 pullback. Et depuis l'once d'or, il est dans cette espèce de fanion. Alors,
envisageons, alors peut-être que là, justement, on stabilise pour enfin casser la ligne de tendance et remonter. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais jusqu'à preuve du contraire, rien ne permet d'anticiper le débordement d'une résistance, notamment dans cette dynamique. Alors forcément, par contre, si on la dépasse, ce sera la fin, et la fin d'un cycle de baisse qui dure quand même depuis 3 semaines, entre 1070 $ et 1098, ce qui ne représente quand même quelque chose d'important. Mais pour le moment, eh bien, l'once d'or reste sous pression et pourrait subir le contact de cette oblique de résistance. Pour l'instant, le marché a fait une jambe de baisse et dérive à plat dans un espèce de petit fanion. Et en l'état, tant qu'il reste sous cette oblique, je pense toujours que le scénario principal, et c'est celui que je vise, notamment depuis la cassure des 1132 $, eh bien, de revenir chercher cette ligne de tendance qui, en translation verticale, passe actuellement à 1091. En tout cas, pour le moment, eh bien, je n'ai pas changé d'opinion sur ce sujet-là. Et je dirais que là, on a une stabilisation du dollar US, qui me paraît intéressante. Alors, cette amorce de stabilisation sur le dollar US, là, elle est permise donc par la publication des ventes au détail. Permise donc par la publication des ventes au détail. Donc ça, c'est une chose importante. Quels sont les véhicules pour en profiter? Bon, la vente euro-dollar, court terme, sous un 13,30. Et pour pas grand chose. Je vise un 12,60. Mais voilà, sous un 13,30. Alors, est-ce que là maintenant le timing on l'a? Bah écoutez, on l'a eu depuis maintenant 24 heures. On a eu plusieurs tests d'un 13,30. Bon, là encore, on le testait il y a à peine quelques minutes, enfin une heure. Un 13,30. Bon, je pense que là, le marché pourrait aller rechercher. C'est un 12,60. Bon, le taux USD-Yen, c'était sportif, notamment ce matin. Je dois admettre avoir parlé de cette ligne de tendance. Le marché a basculé une trentaine de pips en dessous pour finalement aller chercher la ligne de coup du double bottom. Ce qui serait positif, mais c'est pas acquis, c'est de voir l'USD-Yen casser cette résistance et à ce moment-là, de remonter. L'AUD-USD par contre m'intéresse. Potentiellement, on a cette ligne de tendance baissière en place depuis le 14 mai et le marché sera en train de faire un wedge. Et à ce moment-là, serait en risque de rebaisser et de retomber ici vers les 0,7035. Donc ça, c'est une chose. Bon, l'USD-CAD, l'éternel triangle. Tant qu'il est là, le triangle, on peut acheter la partie basse. Mais voilà, l'éternel triangle du taux de change USD-CAD, dans une ferme tendance haussière, notamment depuis le signal d'achat du 15 juillet. Maintenant, sur l'USD-CAD, on a ici ce canal à faible pente, à l'intérieur duquel on a cette configuration triangulaire. On a l'impression finalement qu'à mesure que le temps passe, l'objectif, ça reste de revenir chercher les 1,3350, mais derrière, si le marché retourne chercher les 1,3350, ce sera probablement pour les dépasser et rejoindre les 1,35 $ canadiens. Voilà en tout cas donc ce que je pouvais vous dire sur ce dollar américain, sur le DAX, sur les métaux précieux. Maintenant le câble, alors le câble, la situation elle est plus complexe. Le câble, j'ai une incertitude à court terme, j'en parlais ce matin, un équilibre des forces. La résistance ici à 1,5460, un niveau pivot assez important. Et je dirais ce niveau de support là qui passe aux alentours des 1,5350, espèce de structure de reprise en V-bottom, avalement aussi weekly. Alors j'exagère, la vraie ligne de coup elle est là, c'était le niveau des 1,54. Et dans cette zone, c'est bien sa bataille. Et au final, j'avais quand même une conviction positive à l'ouverture de la semaine. Mais lorsque je vois qu'en dépit, voilà, le GBP-USD reste positionné sous ce niveau-là, donc dans cette zone, je suis en train de basculer de plus en plus vers une opinion neutre, même si le chandelier hebdomadaire du câble, notamment cette structure ici en avalement, m'invite à rester positif. Bon, la semaine est longue. La dernière fois qu'on avait fait un bullish engulfing en weekly, regardez qu'à l'ouverture de la semaine suivante, on l'avait retracé de presque 100 pips. Donc le retracé de 100 pips, et le marché était revenu presque à 1,5330 avant de repartir. Donc le bullish engulfing weekly, la seule façon de savoir s'il est validé ou pas, c'est la fin de semaine.
Le problème, c'est qu'à la fin de semaine, si on clôture tout en haut, le trade sera derrière. C'est pour ça que ce n'est qu'une question de probabilité et de gestion du risque, les marchés. Pour le moment, la situation technique, elle s'est parfaitement neutralisée, je dois l'admettre, ici sur le GBP USD. Mais bon. Alors. Voilà, donc l'USD Yen, les 119,85, ça c'est vraiment le point clé. Hein. Ça c'est important. Le point de marché Ishimoku, je vous en ai parlé. Bah, écoutez, maintenant je vais me laisser guider par vos questions, hein, parce que vous avez peut-être des actifs sur lesquels vous souhaiteriez revenir. Alors, bon Lionel, bonjour, par fil, magnifique chiffre, ça plonge, Bount et or. Ok, c'est parti, donc toutes les questions. Alors, question de Fabrice sur le Bount. Ce matin, j'ai dit que sous 155, j'abandonnais la vue positive, qui était la mienne depuis le 2 septembre. Alors, sommes-nous désormais sous 155 sur le Bount? Eh bien, oui. J'abandonne donc la vue positive proposée sur le Bount depuis 13 séances, maintenant 13 jours, pardon, j'ai encore trompé. J'avais en effet ce matin noté que ça commençait à comprimer, il y avait dans l'esprit une petite dive. Le marché a fait 155, combien exactement? 155,52. N'a pas atteint 156, en même temps c'était une zone d'excès, en plus c'était le prix du contrat au lancement du QE, on s'en est approché, ça retombe, c'est terminé, la vue de marché positive du Bund défendue depuis le 2 septembre se termine maintenant. Le marché a pris 200 points, un peu plus, c'est terminé. On est en train de rebasculer sous 155. C'est donc terminé pour le court terme. L'indicateur a fait un double top en zone de surachat, bascule sous la neutralité. Les variations négatives sur la période prennent le dessus. J'ai le sentiment que désormais ce marché va se replier vers 154,40. Statu quo maintenant avant la Fed, puisque je vous rappelle que c'est quand même une décision de politique monétaire. Les taux sont directement concernés aux États-Unis. Les taux obligataires sont concernés. Donc statu quo ici sur le contrat de taux long allemand Bund. Alors, l'once d'or. Ah oui, alors, n'y a-t-il pas un biseau descendant sur l'once d'or, Manu? En effet, c'est ce qui pourrait peut-être prochainement interrompre cette phase de baisse. Donc je pense que vous faites référence à ce type de structure. Je vais la mettre. Alors, on a l'esprit d'une compression, mais je ne dirais pas réellement ça comme un biseau. Bon, éventuellement, on pouvait avoir le sentiment qu'on avait pareil aussi sur l'indicateur technique RSI et qu'on en serait sorti par le haut. Sauf que le momentum n'en sort pas non plus de manière verticale. Donc je n'irai pas, je ne défendrai pas en fait la création d'un biseau sur l'indicateur technique, ni sur les prix, même si en effet c'est une possibilité. Notamment donc, en attrapant ce point là et ces deux points là. Donc je vais le laisser parce que c'est une ligne chartiste qui fonctionne, mais je vais accorder ma confiance à l'oblique de résistance en place en cas celle qui attrape le plus haut du 24 août et celui du 1er septembre. Dans une phase baissière, on fait un petit fanion. Et quand bien même on aurait cette compression en biseau, Manu, on peut parfaitement revenir chercher cette fameuse ligne de tendance haussière tout en restant dans la compression en biseau et en sortir à ce moment là. Donc tant qu'on est sur la ligne de tendance, je défends cette zone. Si on en sort, c'est fini. Alors je regarde. Impeccable. Voilà. Alors, bah écoutez, voilà donc ce que je pouvais vous proposer pour le suivi des ventes au détail. Alors, prochaine émission, c'est ce que vous ai annoncé, chaque mardi à 16 h, la revue de marché Ishimoku. Il s'avère qu'aujourd'hui, nous sommes en train de finir d'ajuster avec Patrick Riguen, notre intervenant Ishimoku, le système informatique pour pouvoir vous proposer dans les meilleures conditions possibles le point de marché live chaque mardi à 16 h. C'est pour cette raison que le point de marché Ishimoku du jour en amont de la réserve fédérale a été réalisé ce midi en off
Vous avez en page d'accueil sur notre site et sur la chaîne YouTube, dans la playlist Les points de marché Ishimoku, la vidéo, l'enregistrement. Allez-y, regardez-le, c'est gratuit, c'est accessible, faites-vous plaisir. Tour d'horizon des principaux actifs avant la Fed à l'aide de l'indicateur technique Ishimoku. Je vous donne le lien donc vers cette vidéo. Alors bonjour Dromes. Alors l'USD-ZAR, je ne parle jamais de l'USD-ZAR, hyper exotique, c'est un fait, je n'en parle pas beaucoup, parce que bon, c'est pas évident de tout suivre. Donc là, autant vous dire que je pourrais ouvrir le graphique de l'USD-ZAR et vous faire quelque chose à la va-vite, ce serait pas sérieux. Néanmoins, étant donné que la question vient fréquemment, je vais me pencher sur le sujet, tenter de vous proposer prochainement une vue de marché au moins graphique là-dessus. Ce que moi je vous invite à retenir de ce point de marché Wall Street Insider, c'est une tentative de stabilisation court terme du dollar US qui baisse depuis maintenant 8 jours. Et nous sommes à peine maintenant à quelques heures, à 24 heures environ, puisqu'il est 9 heures du matin à New York, donc dans environ 24 heures s'ouvrira la réunion du FOMC. Merci à toutes et à tous, profitez maintenant de la revue de marché Ishimoku, l'enregistrement, et puis vous retrouvez tout à l'heure Sylvain à 13h30 pour le point de clôture de ses stratégies intraday, la closing bell, avec notamment ses stratégies sur le DAX, l'or, le CAC, l'euro-dollar. Merci à toutes et à tous, bonne revue de marché Ishimoku, et à plus tard.